Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Tunisie vote une loi historique contre les violences faites aux femmes. Un texte adopté à l'unanimité par le Parlement et qui renforce la protection des victimes. Le président rwandais, candidat à sa propre succession, Paul Kagame, en campagne dans l'ouest du pays. Le chef de l'État s'est dit sûr de sa victoire le 4 août prochain. Et l'État camerounais va devoir réduire son train de vie. Le gouvernement planche actuellement sur des réformes destinées à économiser près de 100 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord au Zimbabwe, la première dame Grace Mugabe encourage son époux et président en exercice Robert Mugabe à désigner un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. Des propos tenus devant la Ligue des femmes du ZANU-PF, le parti au pouvoir. La formation politique est très divisée sur l'identité du successeur du chef de l'État, âgé de 93 ans, au pouvoir depuis 1980 et qui n'a encore jamais pris position officiellement sur le sujet. En Tunisie, c'est déjà un vote qualifié d'historique. Le Parlement a adopté à l'unanimité une loi contre les violences faites aux femmes. Le texte supprime notamment la très controversée possibilité pour l'agresseur d'épouser sa victime pour échapper aux poursuites. Cette loi a été très attendue. La ministre de la Femme, Nazia Labidi, n'a d'ailleurs pas caché son émotion. Aminata Diak. En Tunisie, la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée ce mercredi 26 juillet par l'Assemblée des représentants du peuple à l'unanimité. La représentation féminine au Parlement, soutenue par la société civile, a ainsi remporté une importante victoire, un succès dont se félicitent les autorités. Il n'y a pas mieux que de se sentir affranchi, libre dans un pays où les droits humains sont respectés. C'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. À l'époque du leader Bourguiba, en 1956, les droits de la femme primaient sur ceux de l'homme. Aujourd'hui, enfin, nous avons atteint la parité homme-femme pour la pérennité de la Tunisie et le bien-être des générations futures. La loi reconnaît les violences physiques, psychologiques et économiques faites aux femmes. Elle prévoit également des mesures de protection et de prise en charge des victimes. Seulement, pour certaines voix de la société civile, la bataille pour l'application du texte reste une question à résoudre. Moi, en tant que Tunisienne, je suis très contente de cette victoire, mais en tant que Tunisienne réaliste aussi, qui opère et qui connaît le terrain, je sais pertinemment que entre la loi et son application et puis la réalité des choses, c'est tout un hiatus, il y a vraiment un décalage. Ça ne réduit pas l'importance de la loi votée, mais comment appliquer cette loi, ça reste une bataille à faire pour changer les mentalités et pour changer les mentalités auprès des femmes elles-mêmes, pour qu'elles prennent conscience que même un acte mineur peut être considéré comme violence contre elles et qu'elle a tous ses droits. La loi contre la violence faite aux femmes marque un net progrès pour éradiquer les discriminations à l'égard des femmes. Cependant, la publication du décret et de son application ne sera opérationnelle que 6 mois après sa publication au journal officiel. Au Rwanda, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. Le chef de l'État, Paul Kagame, également candidat du Front patriotique rwandais, a entamé ce 26 juillet une tournée de 3 jours dans l'ouest du pays. Devant ses militants, il s'est montré très confiant quant à l'issue du scrutin. Reportage notre correspondant Oliva Diakota. C'est par le district de Musanze, deuxième grande ville du Rwanda, à une centaine de kilomètres de Kigali, que le candidat Paul Kagame a débuté ce 26 juillet 2017 sa tournée électorale dans l'ouest du pays. Ici, devant des milliers de supporters, le candidat du parti au pouvoir s'est montré rassurant sur l'issue de la présidentielle du 4 août. Ne craignez pas, car la victoire est déjà à nous, puisque le scrutin du 4 août sera juste une formalité. Donc sortez massivement le jour du scrutin pour voter pour moi. Rappelez-vous aussi que 8 partis politiques me soutiennent, donc nous serons victorieux. Le district de Rubavu a quant à lui accueilli le dernier meeting du 26 juillet 2017 du candidat Paul Kagame. Ce district est situé à plus de 150 km de Kigali et fait frontière avec la République démocratique du Congo. Le candidat du Front patriotique rwandais a promis ici plusieurs infrastructures.
Nous voulons le développement pour tous. Nous allons vous offrir plus d'écoles, de l'électricité, des routes, de l'eau potable et des hôpitaux pour votre épanouissement. La tournée électorale du candidat Paul Kagame à l'ouest du Rwanda prendra fin le 29 juillet 2017. Il a déjà pu tenir 24 meetings du 14 juillet au 26 juillet 2017. L'apothéose de sa campagne électorale est annoncée pour le 2 août 2017 dans la capitale Kigali. Au Cameroun, le gouvernement veut réduire le train de vie de l'État. Des réformes qui devraient permettre de réaliser des économies de l'ordre de 100 milliards de francs CFA seront concernées, notamment l'achat de véhicules administratifs, les frais de carburant ou encore les missions des fonctionnaires. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, le gouvernement a engagé des réformes visant la réduction du train de vie de l'État. Cette mesure devrait lui permettre de faire des économies de l'ordre de 100 milliards de francs CFA, principalement sur l'achat des véhicules administratifs, les frais de carburant et les missions de fonctionnaires et autres agents de l'État. L'achat des véhicules, par exemple, devra désormais être approuvé par le Premier ministre. C'est une mesure excellente parce que ça aura des effets positifs sur la population. Et des deux, nous avons toujours décrié les dépenses abusives de certains membres du gouvernement. Ça veut dire que si on venait à réduire leur coût de vie et leurs dépenses, ce sera une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Nous serons déjà moins endettés. Si cette mesure est louable selon la quasi-totalité de la population qui a longtemps décrié le train de vie opulent de certains fonctionnaires et agents de l'État, celle-ci émet des réserves quant à son applicabilité et ses répercussions directes sur les conditions de vie des citoyens. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, qui est à côté, qui touche des milliards et tout. Et ses voisins qui sont juste là en bas souffrent d'eau, manque de nourriture, manque de quoi se vêtir. Donc c'est pas vraiment évident. Donc il faudrait qu'on pense à ajuster les moyens les moyens du Cameroun avec la population aussi. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est pas seulement le gouvernement camerounais, c'est pas seulement au niveau de l'État. C'est-à-dire que même la population doit comprendre que les temps sont devenus difficiles pour nous et qu'il faille que chacun essaie de serrer la ceinture comme le président de la République l'a toujours dit. Dans un contexte de baisse des recettes pétrolières avec les dépenses engendrées par la guerre contre Boko Haram, cette restriction budgétaire pourrait permettre de juguler les dépenses publiques du Cameroun. Une décision encouragée par le FMI qui vient d'engager un programme de réforme économique de près de 400 milliards de francs CFA prêté à l'État du Cameroun. Au Soudan du Sud, officiellement, la famine est terminée et pourtant le nombre de personnes en situation d'insuffisance alimentaire reste élevé en cause des épisodes de sécheresse récurrents sur fond de guerre civile. Le comté de Lafon est particulièrement affecté. Marcel Fabamaroun. Dans le comté de Lafon, situé dans l'État fédéré de l'Équatoria oriental au Soudan du Sud, les habitants ne sont pas épargnés de la famine qui touche le pays depuis le début des conflits sociopolitiques en 2013. Après avoir connu une sécheresse qui n'a eu de cesse de ruiner les cultures essentiellement composées de sorgho, les populations ne disposent que de très peu de moyens pour subsister. De quoi pousser les autorités à encourager les agriculteurs à se concentrer davantage sur des produits agricoles qui peuvent résister à la sécheresse. Puisqu'ils dépendent d'une culture céréalière, l'espoir est limité car une fois que cette culture est détruite, il n'y a pas d'alternative. Je tente donc de les encourager à adopter une autre stratégie de culture comme le manioc. Je suis actuellement à Tourit et j'ai parlé avec les habitants de cette ville. Ils m'ont donné leur accord et maintenant je les attends afin que nous puissions commencer à enseigner aux gens comment adopter le nouveau système d'outils agricoles et de nouvelles plantes comme le manioc, la patate douce et les fruits résistants tels que les mangues, les citrons. Nous voulons essayer tous ces éléments dans la région. Situation identique chez ces jeunes écoliers. Certaines écoles ont d'ailleurs dû fermer à cause de la famine. Les problèmes liés à la sécurité alimentaire et les faibles salaires ont même poussé des enseignants à quitter leurs fonctions dans le comté de Lafon. Chaque fois que nous organisons une assemblée, nous leur disons qu'ils peuvent être autonomes en cultivant leurs terres. Après l'école, ils doivent aller aider leurs parents dans leurs fermes, de sorte que cette famine à laquelle nous sommes confrontés soit éradiquée. D'après les Nations Unies, la situation risque de s'empirer avec l'arrivée en masse de chenilles dévastatrices. Des épidémies ont également été signalées dans le sud de la région, importante zone agricole près de la frontière avec l'Ouganda,
mais aussi dans les régions des États du Nord de Bahr el Ghazal et de Jonglei. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.